Au cœur de New York, il y a plus d'un siècle, 7 demeures majestueuses dominaient la silhouette de la ville, symbole d'une époque où le luxe était sans limite. Ces joyaux architecturaux, bâtis de marbre, d'or et imprégnés de rêves de grandeur, témoignaient de l'âge d'or américain. Aujourd'hui, ils ont complètement disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Voici l'histoire de la disparition, sans laisser de traces, de 7 des plus somptueuses demeures jamais construites aux États-Unis. Nous sommes en 1948 et par un froid matin d'hiver, l'imposant palais de Charles M. Schwab, l'une des maisons les plus luxueuses et spectaculaires de la ville, est en cours de démolition. Achevé en 1906, ce manoir était l'expression ultime de l'ambition, de la richesse et du pouvoir de son propriétaire, un magnat de l'acier qui avait bâti sa fortune dans ce secteur. Avec ses 75 pièces, son marbre importé d'Italie et ses baies vitrées, il était un symbole d'opulence. Mais les fortunes peuvent disparaître aussi vite qu'elles se sont bâties. Après le krach boursier de 1929 et la Grande Dépression qui s'ensuivit, Schwab et son manoir subirent le choc d'une transformation économique irréversible. La demeure, jadis centre de réception et d'événements fréquentés par des personnalités politiques, des artistes et des hommes d'affaires de renom, devint un fardeau insoutenable. Après la mort de Schwab en 1939, la ville de New York décida de la démolir pour laisser place à des constructions plus modernes. À l'instar de ce manoir, de nombreuses autres résidences de l'âge d'or tombèrent en ruine, remplacées par des immeubles d'appartements et de bureaux qui transformèrent le visage de la ville. Tout au long de ce documentaire, nous explorerons la disparition quasi totale de ces demeures, jadis symboles de puissance et de splendeur. À travers leurs histoires, nous comprendrons comment les valeurs sociales et les crises économiques ont transformé la ville et comment ces grands monuments architecturaux se sont effacés sous le regard indifférent de la modernité. Pourquoi la ville a-t-elle laissé disparaître tant de chefs-d'œuvre? Que pouvons-nous apprendre de cette perte? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir l'histoire des demeures disparues de New York et l'héritage qu'elles ont laissé derrière elles. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les États-Unis connurent une ère de splendeur économique et sociale, connue sous le nom d'âge d'or. Durant cette période, d'immenses fortunes furent amassées grâce à l'industrie, au chemin de fer, au pétrole et à l'acier, alimentant une classe d'individus ultra riches déterminés à afficher leur réussite par une ostentation sans précédent. Les demeures qu'ils firent construire n'étaient pas de simples maisons, mais de véritables œuvres d'art reflétant leurs ambitions les plus extravagantes. New York, la ville qui ne dort jamais, devint l'épicentre de ce phénomène. Sur ses avenues, dans ses quartiers les plus huppés, s'élevaient des palais qui, pour beaucoup, représentaient le summum de la réussite. L'un des endroits les plus convoités était la célèbre 5e avenue, surnommée l'avenue des millionnaires. La compétition acharnée pour se distinguer parmi tant de magnats transforma cette rue en un défilé incessant de somptueuses demeures. Chaque famille influente, des Rockefeller aux Morgan en passant par les Astor, souhaitait marquer la ville de son empreinte, et quoi de mieux pour cela que des édifices colossaux qui laissaient tous les regards sans voix. Ces demeures n'étaient pas de simples maisons, elles étaient des symboles de pouvoir, d'ambition et de domination. Les architectes les plus renommés de l'époque, tels que Stanford White, Richard Morris Hunt et le cabinet McKim, Mead et White, furent chargés de concevoir ces édifices monumentaux. Le style était grandiose, influencé par l'architecture européenne, notamment française, avec des touches Renaissance, baroque et néoclassique. Les détails ornementaux, les colonnes de marbre, les escaliers en bois précieux, les vastes salons et les lustres en cristal créaient une atmosphère de luxe et de raffinement inégalée. L'une des demeures les plus emblématiques de cette époque était celle de Charles M. Schwab, un magnat de l'acier dont la fortune devint colossale. Schwab possédait non seulement Bethlehem Steel, le deuxième producteur d'acier des États-Unis à l'époque, mais il se considérait également comme un homme d'une grande ambition et d'un goût prononcé pour l'extravagance. Son hôtel particulier, construit entre 1902 et 1906 sur Riverside Drive à Manhattan, était le reflet de sa puissance. La maison de Schwab était gigantesque, 75 pièces, une piscine intérieure, un bowling, un jardin en contrebas et des garages privés pour ses voitures de luxe.
Chaque recoin de son hôtel particulier était conçu pour témoigner de sa réussite. Ce qui rendait le manoir de Schwab unique, cependant, n'était pas seulement sa taille, mais le mode de vie de son propriétaire. Charles M. Schwab était connu pour son train de vie extravagant. Il organisait de somptueux dîners pour des personnalités du monde entier, invitant artistes, politiciens et hommes d'affaires à partager des soirées de luxe sans fin. Son manoir était le centre de la haute société new-yorkaise, où se déroulaient des événements d'une magnificence que nous ne pouvons qu'imaginer aujourd'hui. Mais derrière cette façade de richesse et de succès se cachait une histoire d'excès. La vie de Schwab était marquée par l'extravagance. Bien qu'il fût l'un des hommes les plus riches de son temps, sa vie personnelle était rythmée par le jeu et une recherche constante du plaisir. On disait qu'il pouvait perdre des millions de dollars en une seule année au casino, et ses dépenses inconsidérées, conjuguées au krach boursier de 1929, précipitèrent sa ruine. La Grande Dépression le laissa sans le sou, et son manoir, jadis symbole de pouvoir, devint un fardeau insoutenable. Au début des années 1940, Schwab était criblé de dettes et son manoir était devenu ingérable. À sa mort en 1939, la demeure fut jugée comme un luxe insoutenable et, après plusieurs tentatives infructueuses pour trouver un acquéreur, elle fut finalement démolie en 1950. Cet événement, bien que douloureux pour les rares personnes qui se souvenaient encore de sa splendeur, marqua le début du déclin de nombreux autres manoirs de l'âge d'or à New York. Avec le déclin des demeures de l'âge d'or, les histoires de familles comme les Vanderbilt, les Astor et les Morgan s'entremêlèrent dans une compétition féroce pour prouver qui possédait la plus grande fortune. Le triple palais de William Henry Vanderbilt, plus communément appelé Triple Palais, en était l'exemple ultime. Cette résidence n'était pas une simple maison, c'était une affirmation de pouvoir. Construit entre 1881 et 1883, le Triple Palais se composait de 3 demeures communicantes au sein d'un même bâtiment le long de la 5e avenue. L'édifice occupait tout un pâté de maisons et arborait un style néo-italien qui impressionnait tous ceux qui le voyaient. À l'intérieur, les couloirs étaient ornés de pierres précieuses, les salons étaient plus vastes que la moyenne des appartements citadins et les jardins étaient si immenses qu'ils semblaient occuper la moitié de l'îlot. À l'instar du Schwab Palace, le Triple Palace des Vanderbilt baignait dans une aura de luxe et de pouvoir. Avec sa façade en calcaire et ses immenses fenêtres, ses pièces étaient ornées d'œuvres d'artistes tels que Rembrandt et Turner. Sa célèbre salle de bal, longue d'environ 400 mètres, accueillait des événements prestigieux comme des dîners d'État, des concerts privés et des bals réunissant personnalités politiques, célébrités et artistes internationaux. C'était le lieu où la richesse new-yorkaise s'exhibait dans toute sa splendeur. Mais comme tant d'autres demeures de l'époque, le Triple Palace connut lui aussi un déclin. L'expansion urbaine, le besoin d'intimité et les coûts d'entretien poussèrent les Vanderbilt, après plusieurs générations, à vendre la propriété. En 1926, le manoir fut mis en vente et finalement démoli en 1927. Aujourd'hui, à son emplacement se dresse un élégant centre commercial, devenu symbole de la transformation de la ville, passée d'une bourgeoisie héréditaire à un monde de consommation et de commerce. La démolition de ces somptueuses demeures de l'âge d'or marqua non seulement la fin d'une ère d'ostentation et de luxe, mais refléta également l'évolution des valeurs sociales et de la ville. Les idéaux de l'âge d'or, avec leur course effrénée à la richesse et au faste, furent supplantés par une nouvelle vision du monde caractérisée par la modernité, l'efficacité et le pragmatisme. Le changement de goût devint évident lorsque la haute société new-yorkaise commença à s'installer dans des immeubles plus modernes, situés plus loin de l'agitation du centre-ville. Les gratte-ciel et les appartements de luxe remplacèrent les hôtels particuliers et les demeures anciennes furent transformées en bureaux ou en institutions. Parallèlement, la construction de nouveaux gratte-ciel comme l'Empire State Building, achevé en 1931, commença à redessiner la silhouette de New York, contrastant avec l'élégance des palais qui dominaient autrefois la ville. Mais au-delà de la disparition de ces grands palais, le changement de mentalité qui s'est produit à New York et dans d'autres grandes villes américaines reflète un cycle commun dans l'histoire des villes. Le passage de la splendeur d'un passé opulent à une vision plus pragmatique et fonctionnelle de l'avenir.
La disparition des somptueuses demeures de l'âge d'or américain reflétait non seulement le déclin d'une ère économique, mais annonçait aussi la fin d'une époque où l'architecture et le luxe symbolisaient le pouvoir et le statut social. La fascination pour l'ostentation céda la place au pragmatisme et à la fonctionnalité. Mais le souvenir de ces magnifiques résidences perdure, témoignant de la nature éphémère du succès et de l'inévitable transformation des villes. Sur le plan architectural, ce qui caractérisait ces demeures n'était pas seulement leur taille, mais aussi leur inventivité. Les maniaques qui les commanditèrent ne se contentèrent pas des tendances architecturales de leur époque. Ces édifices étaient conçus pour défier les normes, pour affirmer une vision. Chaque maison était unique, mais toutes partageaient un objectif commun, être la manifestation physique d'un empire économique, d'une nation capable de construire l'impossible. Cependant, cette capacité de construire s'accompagnait de l'incapacité d'entretenir ces colosses. L'argent pouvait certes acheter des matériaux rares, des artisans talentueux et les conceptions les plus novatrices, mais il ne pouvait arrêter le passage du temps ni les crises économiques. Au fil du XXe siècle, les besoins de la société évoluèrent et New York, dans sa quête pour devenir une puissance mondiale, commença à se défaire des vestiges luxueux du passé. Mais cette transition fut longue et difficile. Dans bien des cas, les anciens hôtels particuliers furent démolis pour laisser place à de nouveaux édifices incarnant une conception différente du pouvoir. Cependant, le souvenir de ces bâtiments, bien que physiquement effacé, a profondément marqué la culture, l'art et l'histoire de New York. La demeure de Charles M. Schwab sur Riverside Drive était l'une des plus somptueuses de la ville. Cette maison reflétait non seulement la richesse de son propriétaire, mais aussi l'essor du capitalisme américain au début du XXe siècle. Plus qu'un simple bâtiment, elle témoignait d'une époque où l'accumulation de richesses semblait sans limite. La demeure était conçue pour impressionner avec sa façade en marbre blanc, ses jardins paysagers impeccables et un intérieur orné de détails en or et de bois précieux importés du monde entier. Chaque pièce regorgeait d'œuvres d'art et de décoration, et les escaliers étaient si majestueux que les gravir donnaient l'impression de pénétrer au cœur d'un empire. Schwab n'a pas simplement construit une demeure, il a créé un palais, un refuge privé que seuls les plus fortunés pouvaient imaginer et apprécier. Mais comme tant d'histoires de richesse et d'excès, le succès de Schwab ne dura pas. La Grande Dépression et le krach boursier affectèrent gravement ses finances, et bien qu'il fût un génie des affaires, son train de vie extravagant et ses mauvais choix financiers entraînèrent la ruine de sa fortune. Le manoir, jadis cœur de son empire, passa du statut de symbole de grandeur à celui de fardeau financier insupportable. Malgré les discussions concernant sa transformation en musée ou en résidence institutionnelle, le manoir Schwab fut démoli en 1950. Cet événement marqua un tournant décisif pour de nombreuses autres demeures de la même époque qui commencèrent à être perçues comme des vestiges d'un passé révolu. La ville s'orientait rapidement vers la modernité et ce qui avait jadis constitué le pilier de l'aristocratie new-yorkaise n'était plus qu'un vestige d'un monde disparu. Si Schwab avait son palais, les Vanderbilt avaient leur triple palais. Symbole encore plus grandiose de l'ambition de la haute société new-yorkaise, le triple palais était une création architecturale époustouflante qui occupait tout un pâté de maisons de la 5e avenue. Cette structure colossale était, sans aucun doute, l'un des plus magnifiques édifices jamais construits dans la ville et un exemple frappant de la rivalité entre les familles les plus puissantes de l'époque. Le manoir se composait de 3 palais interconnectés, créant une atmosphère de pouvoir et de richesse immense. William Henry Vanderbilt, fils du célèbre commodore Cornelius Vanderbilt, entreprit la construction de ce palais en 1881 afin d'afficher la grandeur de sa famille. Plus qu'une simple demeure, le Triple Palace était un monument familial, un chef-d'œuvre architectural témoignant de la puissance économique de l'époque. Fortement influencé par les styles européens, l'édifice s'inspire de la Renaissance italienne avec une façade majestueuse en calcaire et en marbre. À l'instar des autres hôtels particuliers de l'âge d'or américain, le Triple Palace regorgeait de détails raffinés. Œuvres d'art inestimables, plafonds dorés et salles de bal où se déroulaient les réceptions les plus prestigieuses de la haute société. Pendant des décennies, le Triple Palace fut un épicentre des réunions de l'élite, où se négociaient des affaires, où se célébraient des mariages et où se déroulaient d'importants événements mondains.
Cependant, avec la modernisation de New York et l'évolution de la vie sociale de la ville, les hôtels particuliers qui en avaient jadis été le cœur perdirent de leur importance. Dans les années 1920, le Triple Palace, autrefois symbole de pouvoir, devint un fardeau onéreux pour son propriétaire. La famille Vanderbilt, dont les générations précédentes avaient joui d'une richesse incommensurable, commença à quitter la ville, abandonnant derrière elle le luxueux complexe. L'édifice, qui avait été un symbole de richesse pendant plus de 40 ans, fut finalement démoli en 1927 pour laisser place à un complexe commercial incarnant le nouvel esprit de la ville, la modernité. Ce changement de cap témoignait d'une New York en constante évolution où le passé n'avait plus sa place face à une demande croissante de nouveaux programmes immobiliers. Avec la disparition des somptueuses demeures de l'âge d'or, New York entra dans une nouvelle ère où gratte-ciel et immeubles commerciaux remplacèrent les anciens palais. Le boom immobilier du milieu du XXe siècle transforma New York en une métropole où les gratte-ciel dominaient l'horizon et où la verticalité devint le nouveau symbole de pouvoir et de richesse. Les immeubles de bureaux, les appartements de luxe et les centres commerciaux ont commencé à remplacer les hôtels particuliers, s'adaptant ainsi aux besoins changeants d'une ville en constante expansion. Ce qui avait été jadis un monde de demeures privées, de jardins somptueux et de maisons opulentes s'est transformé en une jungle de béton, d'acier et de verre. Les priorités économiques ont évolué et ce qui avait été un symbole de réussite sociale est devenu superflu, voire vulgaire. Les grands palais ont été démolis et remplacés par des bâtiments pratiques et fonctionnels. Aujourd'hui, la majeure partie de ce qui était autrefois la 5e avenue, avec ses somptueuses demeures, est recouverte de gratte-ciel et de complexes commerciaux. New York a changé de façon irréversible et les édifices qui symbolisaient jadis le summum de la réussite ont disparu, ne laissant que des vestiges de leur héritage. Le souvenir de ces maisons perdure, non seulement dans les récits que nous faisons, mais aussi dans l'imaginaire collectif de ceux qui ont connu ce monde. Le luxe des demeures de l'âge d'or américain n'était pas seulement matériel, mais aussi culturel. Les riches souhaitaient non seulement afficher leur fortune, mais aussi marquer l'histoire de l'art et de l'architecture. Lors de la conception de ces demeures, leurs propriétaires s'entourèrent d'artistes, de sculpteurs et de designers de renom afin de créer une esthétique à l'image de leur richesse et de leur raffinement. L'un des exemples les plus remarquables de cette fusion entre art et architecture est l'hôtel particulier de Louis Comfort Tiffany, le célèbre maître verrier et joaillier. Sa demeure de la 5e avenue n'était pas seulement un lieu de vie, mais aussi un atelier de création, un espace où l'architecture se mêlait à l'innovation artistique. L'hôtel particulier de Tiffany, démoli en 1936, se distinguait par ses vitraux multicolores qui transformèrent la lumière en une palette de couleurs vibrantes et éclatantes. Ses jardins étaient aussi magnifiques que ses intérieurs, et l'influence de son art était palpable dans chaque recoin de la maison. La destruction de l'hôtel particulier de Tiffany a toutefois marqué un tournant décisif dans la manière dont New York préserve son patrimoine. Des années plus tard, la disparition de cet édifice allait devenir un moment charnière, donnant naissance au mouvement de préservation architecturale qui allait changer le destin d'autres bâtiments historiques de la ville. La grande transformation de New York, qui a balayé les demeures de l'âge d'or, n'était pas qu'une simple question d'esthétique ou d'économie. Il s'agissait aussi d'un profond bouleversement culturel. Les somptueuses demeures de l'élite n'étaient pas de simples résidences. Elles étaient des bastions du pouvoir, des monuments vivants témoignant du statut social de leurs habitants. Et lorsque ces symboles furent démolis, la ville elle-même fut privée d'une part essentielle de son identité. Dans la mémoire de nombreux New-Yorkais, ces demeures disparues demeurent le souvenir d'un passé doré à jamais révolu, un passé évoqué avec nostalgie, mais aussi avec la conscience de l'inéluctabilité du changement. En contemplant ces demeures, on constate que ce ne sont pas seulement des bâtiments qui ont disparu. C'est un mode de vie qui s'est évanoui, une époque où la richesse symbolisait la pérennité et la domination. Les familles qui ont fait construire ces hôtels particuliers étaient des géants de l'industrie, de la banque, de la sidérurgie et des chemins de fer. Pourtant, dans leur ambition de marquer durablement le paysage new-yorkais de leur empreinte,
beaucoup n'ont pas anticipé la rapidité des changements du monde qui allaient faire basculer leurs luxueux monuments dans l'oubli face à une nouvelle génération d'entrepreneurs et à une ville se redéfinissant sous l'angle du progrès et de la fonctionnalité. L'histoire des Astor illustre également la rapidité avec laquelle la richesse de l'âge d'or s'estompe. Cette famille fut l'une des plus influentes de la ville. John Jacob Astor, le patriarche, fut l'un des premiers magnats à amasser une immense fortune grâce à l'immobilier, au transport maritime et bien sûr au commerce de la fourrure. Sa résidence au 65 de la 5e avenue fut, pendant de nombreuses années, l'une des plus imposantes de la ville. L'Astor Mansion, inaugurée en 1854, était le cœur de la vie mondaine new-yorkaise. Avec son architecture classique, ses jardins et sa célèbre salle de bal, elle accueillit certains des événements les plus prestigieux de la ville. Le fils de John Jacob Astor, William Waldorf Astor, supervisa la reconstruction du manoir d'origine en une version encore plus grandiose à la fin du XIXe siècle. Cette nouvelle demeure, connue sous le nom de Palais Astor, était un chef-d'œuvre architectural avec ses plafonds vertigineux, ses détails ornementaux exceptionnels et un style mêlant Renaissance italienne et baroque français. Cependant, comme pour d'autres demeures de l'âge d'or américain, l'âge d'or des Astor prit fin lorsque la famille quitta la ville pour s'installer dans des résidences de banlieue, plus à l'écart de l'agitation urbaine. L'hôtel particulier Astor, situé sur la 5e avenue, fut finalement démoli en 1926 et remplacé par le Rockefeller Center, un complexe architectural qui devint le nouveau symbole de la puissance et de l'influence de la ville. Ce fut un moment symbolique de transition pour New York. La ville, jadis dominée par les somptueux palais des familles les plus influentes, laissait place à une nouvelle silhouette urbaine de gratte-ciel et de centres commerciaux incarnant la modernité et la mondialisation. La destruction de l'hôtel particulier Astor marqua la fin d'une époque. Après la démolition de demeures telles que celle des Astor, la ville devint plus pragmatique, moins axée sur le luxe personnel et davantage sur l'utilité et l'efficacité. Les années 1920 et 1930 virent l'essor des gratte-ciel qui commencèrent à transformer radicalement la silhouette de la ville. Des édifices comme l'Empire State Building, le Chrysler Building et le Rockefeller Center modifièrent non seulement le paysage architectural, mais reflétèrent également l'évolution des priorités à New York. La transformation de la ville était aussi une réponse à l'évolution des mœurs. Tandis que les demeures de l'âge d'or symbolisaient l'ostentation et l'accumulation privée de richesses, les gratte-ciel et les immeubles de bureaux reflétaient la modernisation de la ville et l'industrialisation de son économie. New York, ville bâtie sur le commerce et l'industrie, passa du statut d'emblème de l'aristocratie des affaires à celui de symbole de l'économie de consommation et du capitalisme mondialisé. Les hôtels particuliers qui ornaient autrefois la 5e avenue et d'autres quartiers de la ville ont été démolis pour laisser place à des complexes commerciaux et résidentiels plus petits, mais bien plus fonctionnels et rentables. La beauté et les ornements de ces anciens palais ont été remplacés par l'acier, le verre et le béton. Le luxe n'était plus l'apanage des immenses demeures, mais devenait une qualité plus accessible et partagée grâce à la propriété d'immeubles de plusieurs étages, où la fonctionnalité primait. Le cas de Beacon Towers, une demeure construite en 1917 par le puissant Alva Vanderbilt Belmont à Long Island, est emblématique de la façon dont les anciennes formes d'opulence se sont effondrées face à un monde plus pragmatique. Beacon Towers était un chef-d'œuvre architectural, de style néo-gothique, mais également influencé par la mode européenne. La demeure dominait le paysage côtier de Sands Point et sa structure de pierre blanche, avec ses tourelles et ses clochers, semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Conçue pour refléter la grandeur de la famille Vanderbilt, elle fut, pendant un temps, l'une des maisons les plus luxueuses de la Côte d'Or de Long Island. Alva Vanderbilt Belmont, aussi célèbre pour sa fortune que pour son militantisme, n'a pas simplement fait construire un hôtel particulier, elle a érigé un symbole. Ce lieu était le refuge idéal pour ces réunions mondaines et politiques où l'on débattait de féminisme et de droits civiques et où se déroulaient dîners et réceptions avec l'élite new-yorkaise. Cependant, le goût pour le luxe opulent commença à s'estomper et Beacon Towers fut vendu en 1927 à William Randolph Hearst, le magnat de la presse. Hearst y ajouta des pièces et des collections d'art, mais même lui ne put empêcher les frais d'entretien de devenir exorbitants. En 1945,
Beacon Towers fut démoli pour laisser place à des constructions plus modernes. La disparition de Beacon Towers, à l'instar de tant d'autres demeures de l'époque, marqua la fin définitive d'une ère où les bâtiments étaient bâtis pour durer et le début d'une autre où la praticité et les considérations commerciales devinrent primordiales. Le terrain qui abritait jadis cet imposant château fut loti et aménagé pour des habitations plus modestes, symbolisant ainsi le déclin d'une ère de richesse extravagante. La démolition de demeures telles que Beacon Towers et le Triple Palace Vanderbilt témoigne d'une certaine attitude culturelle envers le passé. Si ces somptueuses demeures étaient des monuments à la richesse et à l'opulence, elles symbolisaient aussi une époque d'inégalité criante. Le fossé entre les habitants de ces hôtels particuliers et la classe ouvrière new-yorkaise ne passa pas inaperçu. Dans les années 1930, alors que la Grande Dépression frappait de plein fouet, les critiques à l'égard des fortunes exorbitantes de l'élite new-yorkaise s'intensifièrent. Nombreux furent ceux qui commencèrent à percevoir ces hôtels particuliers non seulement comme des symboles de réussite, mais aussi comme des rappels du fossé entre les classes sociales. De plus, les temps ont changé. Les priorités sociales et culturelles de la société new-yorkaise ont évolué. New York était en pleine reconstruction, s'adaptant aux nouvelles exigences de l'ère moderne. Ainsi, ce qui était autrefois considéré comme un symbole de réussite durable est devenu une relique du passé, un élément qui ne servait plus les intérêts de la ville. Cependant, la disparition de ces demeures a également marqué une transition culturelle qui a imprégné non seulement l'architecture, mais aussi l'âme de la ville. D'une certaine manière, le New York qui a émergé des cendres de l'âge d'or a adopté le pragmatisme, le travail acharné et la résilience comme valeurs fondamentales, délaissant une ère d'excès pour embrasser une ère de croissance urbaine, mais aussi d'inégalité plus criante. En observant le New York d'aujourd'hui, avec ses gratte-ciels et ses complexes urbains, il est difficile d'imaginer qu'il y a encore peu de temps, la ville regorgeait de somptueuses demeures, témoins d'une opulence, d'un pouvoir et d'une ambition démesurée. Les hôtels particuliers de l'âge d'or représentaient non seulement la richesse matérielle de leurs propriétaires, mais aussi leur désir de marquer la ville de leur empreinte indélébile. Cependant, comme toute chose dans la vie, la richesse et le pouvoir sont éphémères, et la plupart de ces propriétés n'existent plus que dans les souvenirs et de vieux documents. Avec la disparition de ces demeures de prestige, nombre des histoires qui leur étaient liées se sont évanouies. Certaines ont été remplacées par des immeubles de bureaux et d'appartements modernes, d'autres par des parcs ou des zones commerciales. Pourtant, l'espace qu'occupèrent jadis ces hôtels particuliers reste imprégné d'histoire. Les visiteurs qui flânent dans la ville, peut-être sans le savoir, marchent sur les vestiges d'une époque qui a marqué un tournant dans l'histoire de New York. Si la plupart des demeures de l'âge d'or ont été impitoyablement démolies, certaines demeurent gravées dans la mémoire collective. Les bâtiments qui ont résisté à l'épreuve du temps sont devenus des musées, des monuments ou simplement des zones de protection du patrimoine. La disparition de ces demeures a porté un coup dur au patrimoine architectural de la ville. Mais la manière dont New York a géré cette perte illustre comment une ville peut se réinventer tout en préservant son héritage. L'un des principaux héritages des demeures disparues fut l'impulsion qu'elles ont donnée à la préservation architecturale à New York. La démolition de la demeure de Louis Comfort Tiffany en 1936, qui représentait non seulement la richesse de l'époque, mais aussi le génie artistique de l'un des designers les plus novateurs de l'histoire américaine, fut un tournant dans la lutte pour la protection du patrimoine culturel de la ville. Tiffany, fils du fondateur de la célèbre maison de joaillerie, fit construire un hôtel particulier qui était à la fois une résidence et une œuvre d'art. Sa façade sobre dissimulait un intérieur foisonnant d'innovations artistiques, dont l'une des vitrines les plus célèbres de l'histoire. L'hôtel particulier Tiffany, comme nombre de propriétés de l'âge d'or américain, était chargé d'histoire et de valeurs culturelles, mais sa démolition suscita un débat sur la nécessité de préserver le patrimoine architectural dans une ville en perpétuelle mutation. Bien que la destruction de la demeure de Tiffany fût regrettable, elle a également servi de catalyseur à un mouvement plus vaste en faveur de la préservation des bâtiments historiques. À mesure que la ville évoluait, des voix se sont élevées pour plaider en faveur de la création de lois protégeant le patrimoine architectural. Ce mouvement a abouti à la création de la Commission de préservation des monuments historiques de la ville de New York en 1965,
qui a établi le cadre de la préservation des bâtiments importants à travers la ville. L'impact de ce mouvement fut profond. Aujourd'hui, grâce au travail de la Commission, de nombreux bâtiments ont été préservés et auraient autrement été démolis au nom du progrès. Ces édifices possèdent non seulement une valeur esthétique, mais témoignent également d'une époque qui a façonné New York et, à bien des égards, le pays tout entier. La préservation de ces lieux nous permet de renouer avec le passé, de comprendre comment la ville est devenue ce qu'elle est aujourd'hui et de nous souvenir de l'héritage des personnes qui ont jadis habité ces espaces. La disparition des demeures de l'âge d'or s'explique en grande partie par la vision pragmatique et utilitaire de la ville. New York a toujours été une ville en perpétuelle transformation. Tout au long de son histoire, elle a su se réinventer en démolissant et en construisant de nouveaux édifices, adaptés aux besoins de chaque époque. La disparition des grands palais de l'aristocratie n'était qu'un des nombreux changements qui ont marqué la transition de la ville vers une métropole moderne. La démolition de ces hôtels particuliers ne fut cependant pas sans susciter la controverse. Les critiques soulignaient souvent que la ville perdait une partie de son âme, de son identité architecturale et culturelle. Ces hôtels particuliers n'étaient pas seulement des symboles de richesse, mais aussi l'incarnation d'un mode de vie. La haute société de l'âge d'or y résidait dans des demeures conçues comme le centre de la vie sociale de l'élite, où se tissaient les relations politiques et commerciales qui rythmaient l'économie du pays. En détruisant ces édifices, beaucoup estimaient que la ville abandonnait non seulement les vestiges de cette époque, mais aussi l'histoire qui leur était associée. La croissance et l'expansion rapide de la ville, impulsées par l'industrie, ont entraîné la construction de gratte-ciel et d'immeubles de bureaux modernes, en phase avec les intérêts économiques de l'époque. Les valeurs autrefois associées au luxe et à l'excès, telles que la splendeur des demeures de l'âge d'or, ont cédé la place à des valeurs plus pragmatiques, l'efficacité, la fonctionnalité et le développement économique. Cela reflétait une société qui commençait à s'apprécier pour ce qu'elle produisait plutôt que pour ce qu'elle affichait. La disparition des demeures de l'âge d'or soulève également des questions plus profondes quant à l'effacement de la mémoire collective. Si certains bâtiments ont été préservés pour leur valeur architecturale, beaucoup d'autres sont tombés dans l'oubli, irrémédiablement effacés du paysage urbain. Souvent, ces lieux, jadis au cœur de la vie sociale et économique new-yorkaise, ne portent même plus la moindre trace, ni plaque commémorative, ni vestige matériel pour nous rappeler ce qu'ils furent. Aujourd'hui, en parcourant la ville, on découvre des lieux qui ont peut-être été d'une grande importance par le passé, mais qui, sous l'effet de la modernité, ont perdu tout lien avec leurs origines. Si l'on ignore l'histoire de New York, il est facile de passer à côté de ce qui se dressait autrefois là où un immeuble moderne n'abrite plus que quelques appartements ou des bureaux. C'est un paradoxe curieux. Les demeures de l'âge d'or témoignaient de l'opulence d'une classe dirigeante, et bien qu'elles aient disparu aujourd'hui, leur héritage perdure dans l'atmosphère, dans les récits qu'elles continuent de transmettre et dans l'influence qu'elles ont exercée sur l'architecture et la culture de la ville. New York, comme d'autres grandes villes, a toujours été un lieu de transformation constante. Les vieux bâtiments, les vieux rêves s'effacent pour laisser place à de nouveaux. La disparition de ces demeures nous enseigne une leçon importante sur la manière dont les villes et leurs habitants doivent gérer leur histoire. New York, toujours tournée vers l'avenir, doit apprendre à concilier la préservation de son patrimoine culturel avec le progrès et la croissance économique. Dans un monde de plus en plus globalisé, où la valeur des terrains et des biens immobiliers se mesure à leur rentabilité, il est essentiel que la ville et ses habitants reconnaissent non seulement la valeur économique, mais aussi la valeur culturelle de leurs bâtiments historiques. L'avenir du patrimoine architectural de New York, comme celui de toute ville au passé si riche, repose sur notre capacité à préserver ce qui est précieux tout en nous adaptant aux exigences du présent. Les demeures disparues de l'âge d'or ne représentent qu'un chapitre de l'histoire de la ville, mais leur héritage nous met en garde contre les dangers d'une modernité débridée. Si le progrès est inévitable, nous devons veiller à ce que l'histoire, dans ses moments de gloire comme dans ses périodes de déclin, demeure une composante essentielle de l'identité new-yorkaise. Tout au long du XXe siècle, la transformation de New York était inévitable. La ville, qui avait été un centre de richesse et de luxe durant l'âge d'or, commença à évoluer rapidement, reflétant non seulement les priorités changeantes des plus fortunés, mais aussi une transformation de la structure sociale elle-même.
Le déclin des demeures de l'âge d'or n'était qu'un symptôme de plus de cette évolution, mais leur disparition a laissé une empreinte indélébile sur la ville. Chaque hôtel particulier détruit représentait bien plus qu'une simple perte matérielle. La démolition de ces demeures fastueuses marqua la fin d'une époque, mais aussi le début d'une nouvelle ère pour New York, une période caractérisée par la croissance économique, la mondialisation et une vision plus pragmatique de l'avenir. Bien que les résidences de l'élite aient disparu, leur héritage demeure, imprégnant le développement de la ville, la mémoire collective et les récits qui continuent d'être contés à propos de ces bâtiments et de leurs occupants. New York s'est transformé en un centre économique et culturel mondial, mais dans le même temps, quelque chose d'essentiel s'est perdu. Les demeures de l'âge d'or représentèrent non seulement l'étalage ostentatoire de la richesse, mais aussi l'ambition d'une classe qui voulait laisser une trace indélébile. Cette ambition, alliée au désir de transcender, se reflétait dans l'architecture de ces maisons et leur destruction fut comme la disparition d'une partie de l'âme de la ville. À l'apogée de l'âge d'or américain, des familles comme les Vanderbilt, les Astor, les Morgan et les Rockefeller incarnaient non seulement la richesse, mais aussi le pouvoir. Ces familles possédaient d'immenses demeures et contrôlaient des secteurs clés de l'économie américaine. Leur résidence était l'incarnation même de leur influence, et leur vie sociale était rythmée par des dîners, des réceptions et des réunions politiques qui ont façonné le destin du pays. Cependant, au fil du XXe siècle, le pouvoir de ces familles commença à décliner. Les mutations économiques, politiques et culturelles des États-Unis ont conduit la société à ne plus considérer ces demeures comme des symboles de réussite et de pouvoir, mais plutôt comme des vestiges d'un passé révolu. Tandis que les grandes familles de l'âge d'or étaient confrontées à des crises économiques, telles que la Grande Dépression, le monde évoluait rapidement et New York dut s'adapter. Au début du nouveau siècle, les valeurs traditionnelles associées au luxe et à l'ostentation commencèrent à céder la place à de nouvelles forces socio-économiques. La classe moyenne se développa, l'essor de l'industrie et du commerce mondial commença à transformer le paysage urbain, et les conceptions anciennes de la richesse et du pouvoir furent remises en question. L'aristocratie qui dominait jadis la ville, autrefois puissante, devint une relique du passé. New York est réputée pour être une ville en perpétuelle transformation. Tandis que les classes aisées s'installaient dans des banlieues plus tranquilles ou se concentraient dans des quartiers plus discrets, la ville elle-même s'est métamorphosée pour s'adapter aux nouvelles réalités du XXe siècle. La verticalisation de la ville fut l'un des changements les plus marquants. Gratte-ciel et immeubles de bureaux ont commencé à dominer le paysage, remplaçant les somptueuses demeures qui étaient autrefois le cœur de la vie mondaine. La construction de gratte-ciel, tels que l'Empire State Building et le Chrysler Building, a non seulement transformé la silhouette de la ville, mais aussi profondément modifié l'identité même de New York. Ces édifices incarnaient l'ambition de l'ère moderne, la création d'une ville plus fonctionnelle et plus économique, davantage axée sur le commerce et moins sur l'ostentation de la richesse personnelle. Les grandes demeures cossues ont cédé la place à des immeubles privilégiant l'espace vertical, l'efficacité et la rentabilité. Ce changement reflétait également une évolution des valeurs sociétales. L'important n'était plus la taille ou le luxe d'une maison, mais sa rentabilité et son efficacité. La transition de l'âge d'or au New York moderne s'est aussi traduite par une évolution des valeurs. La grandeur personnelle a cédé la place à la grandeur fonctionnelle. À mesure que la ville grandissait et se développait, l'utilité a primé sur la magnificence. Bien que les demeures de l'âge d'or aient été démolies et remplacées par des constructions plus modernes, l'esprit de cette époque perdure dans la culture populaire. Écrivains, cinéastes et artistes continuent d'explorer l'héritage de cette période. Des films mettant en scène les fêtes fastueuses des riches aux ouvrages, relatant le déclin de ces puissantes familles. L'un des exemples les plus emblématiques de la pérennité de l'âge d'or est l'œuvre Gatsby, le Magnifique, par F. Scott Fitzgerald. Bien que le manoir de Beacon Towers, à Long Island, ait été démoli en 1945, beaucoup pensent qu'il a inspiré la demeure de Gatsby, le mystérieux millionnaire du roman. L'atmosphère de luxe, l'extravagance des fêtes et le sentiment qu'un monde grandiose et opulent est sur le point de disparaître transparaissent clairement dans l'œuvre de Fitzgerald. Ainsi, malgré la disparition physique de ces demeures, leur écho résonne encore à travers la littérature et le cinéma. Fitzgerald,
qui vécut dans la région de Long Island dans les années 1920, a parfaitement saisi l'atmosphère de décadence qui entourait les riches de l'époque. Les demeures de l'âge d'or, avec leur splendeur et leur opulence, servent de toile de fond à une histoire sur la quête de la richesse et de la gloire, et sur la façon dont cette même richesse peut se muer en une vaine illusion. Par ailleurs, la disparition de ces demeures a été abordée dans de nombreux documentaires et ouvrages historiques qui analysent comment les mutations sociales, économiques et culturelles du début du XXe siècle ont conduit à la disparition de ces témoins du passé. Ces demeures n'ont pas seulement été détruites, elles sont aussi devenues partie intégrante de la mémoire collective, illustrant les possibilités offertes par une période de prospérité extrême et servant d'avertissement quant aux conséquences néfastes des excès. En contemplant les demeures emblématiques de l'âge d'or new-yorkais, il est difficile de ne pas éprouver un mélange d'admiration et de tristesse. Admiration pour le savoir-faire, le talent et l'ambition déployés dans la création de ces maisons, et tristesse pour la fugacité de cette époque de luxe et de gloire. Ces demeures disparues n'étaient pas de simples constructions. Elles étaient le reflet d'une société qui rêvait d'éternité, pour finalement être vaincue par les forces incontrôlables du temps, de l'économie et de la modernité. La disparition de ces demeures nous enseigne aussi des leçons importantes sur la manière dont nous traitons notre patrimoine architectural et culturel. Dans une ville comme New York, où le changement est constant et la concurrence pour l'espace féroce, les décisions concernant ce qui est préservé et ce qui est détruit sont fondamentales pour l'avenir de la ville. Les générations futures devront apprendre à concilier la préservation des éléments les plus importants de l'histoire et la nécessité d'aller de l'avant et de s'adapter à l'époque. L'impact des demeures disparues de l'âge d'or new-yorkais nous rappelle que le passé sera toujours présent, d'une manière ou d'une autre, au cœur même de notre ville. Chaque recoin de New York porte en lui les vestiges d'une époque révolue, et il est de la responsabilité des citoyens et des autorités d'aujourd'hui de veiller à ce que cet héritage ne disparaisse pas complètement, même si les bâtiments ont disparu. L'évolution de New York, de l'âge d'or au XXIe siècle, est une histoire de transformation sans précédent. Chaque bâtiment démoli, chaque hôtel particulier disparu, a laissé une empreinte indélébile, mais a aussi donné naissance à une ville plus moderne et fonctionnelle. Dans ce processus de changement, New York a su se réinventer sans cesse, puisant dans son passé pour bâtir un avenir où les ruines des grandes demeures n'ont plus leur place, mais où leur héritage perdure. La ville qui émergea de la démolition des plus somptueuses demeures était une métropole plus efficace, mieux organisée, bien plus tournée vers la production et la consommation. Cependant, cette transformation s'accompagna d'une perte, celle du sentiment de continuité historique et d'appartenance à une époque qui, malgré son faste, incarnait les rêves et les aspirations d'une génération. Les gratte-ciel qui ont remplacé les demeures de l'âge d'or ont non seulement transformé le paysage architectural, mais aussi le rapport des New-Yorkais à leur ville. Ces immeubles modernes et imposants incarnaient la fonctionnalité, l'efficacité et le pragmatisme, tandis que les somptueuses demeures des riches symbolisaient un luxe superflu, un passé qui n'avait plus sa place dans une ville tournée vers l'avenir. Cependant, la valeur des demeures qui jadis façonnèrent la ville ne saurait se mesurer uniquement à leur taille ou au luxe de leurs matériaux. Ces anciens palais représentaient bien plus que la simple richesse. Ils étaient, pour la plupart, le fruit de l'ambition, de l'innovation et de la vision de leurs créateurs. Ces édifices témoignaient d'une volonté de laisser une empreinte indélébile, de créer une œuvre transcendant le temps et l'espace. Bien plus que de simples maisons, ces demeures étaient la représentation tangible de l'appartenance à une élite, le symbole de l'apogée de la réussite. Bien que les gratte-ciel et autres immeubles commerciaux dominent désormais l'horizon new-yorkais, la question demeure. Le nouveau est-il préférable à l'ancien ? À bien des égards, la ville a prospéré grâce au progrès et à la modernité, mais quelque chose d'essentiel se perd également lorsque les traces d'une histoire si riche disparaissent. La démolition des demeures de l'âge d'or américain ne fut pas seulement matérielle, mais aussi culturelle. Ces bâtiments furent détruits au nom du progrès et de la fonctionnalité, mais le prix de cette transformation fut considérable. Les vestiges de ces grandes maisons furent réduits en ruines, mais ce qui fut véritablement perdu, ce ne furent pas seulement les pierres et les briques. Ce qui disparut, c'est le souvenir d'une époque,
d'un mode de vie qui, tout en étant marqué par une ostentation excessive, reflétait aussi les valeurs, les luttes et les rêves de ceux qui y vivaient. Chaque demeure démolie symbolisait non seulement la disparition d'une résidence luxueuse, mais aussi la dissolution d'une communauté sociale désormais disparue. Les fêtes dans les salles de bal des Astor, les dîners au palais Schwab, les bals au triple palace des Vanderbilt étaient bien plus que de simples célébrations. C'étaient des lieux de rencontre où se débattaient les idées, où se nouaient des alliances politiques et où se tissaient les intrigues de pouvoir aux États-Unis. Ces demeures étaient l'épicentre d'une culture élitiste, mais aussi d'une manière particulière d'écrire l'histoire. Ce qui a disparu, c'est un mode de vie, une manière de faire de la politique, de consommer l'art et la culture, d'appréhender la richesse et le pouvoir. La démolition de ces demeures et leur remplacement par des bâtiments plus fonctionnels et moins ornés reflétaient également un profond bouleversement des valeurs sociales. La ville, créée par et pour une élite, devenait un lieu où la grandeur individuelle n'avait plus sa place. C'était le début d'une ville où le collectif, l'efficacité et la productivité allaient commencer à primer sur le luxe personnel. Les leçons que nous pouvons tirer de la disparition de ces demeures sont nombreuses et profondes. La première, et la plus évidente, est que tout est éphémère. La richesse et le pouvoir, aussi impressionnants fussent-ils en leur temps, ne sont pas inaltérables. L'histoire des demeures de l'âge d'or nous rappelle que, malgré la magnificence de nos constructions, rien n'est assuré de durer. Au fil des siècles, le paysage urbain a évolué, se transformant pour s'adapter aux nouvelles réalités économiques, sociales et technologiques. Les demeures qui incarnaient jadis le summum de la société sont devenues des vestiges obsolètes à mesure que la ville et le monde changeaient. La seconde leçon que nous enseignent ces demeures concerne l'inévitabilité du changement. New York, comme toute autre ville, est en perpétuelle transformation. Les édifices luxueux et imposants de l'âge d'or ont cédé la place aux gratte-ciel et aux complexes commerciaux qui ont dominé la ville au XXe siècle. Ce changement, impulsé par l'industrialisation, la mondialisation et la croissance économique, a non seulement modifié l'apparence de la ville, mais aussi la définition même de la réussite. Ces demeures étaient le symbole d'une époque de profondes inégalités, et leur disparition reflétait un changement de valeur, celui d'une société qui valorisait un luxe débridé à une société privilégiant des solutions plus pratiques et fonctionnelles. Bien que nombre de ces demeures aient disparu, il en subsiste une leçon sur l'importance de créer un héritage durable. Les hôtels particuliers de l'âge d'or, bien que n'existant plus physiquement, demeurent vivants dans la culture, l'art et la mémoire collective. La fascination qu'exercent ces maisons fastueuses, les récits de faste et les fêtes qui s'y déroulaient nous rappellent que l'histoire ne se résume pas à ce que nous voyons aujourd'hui, mais englobe aussi ce qui a été oublié ou perdu. Il est impossible de ne pas éprouver une certaine nostalgie pour l'époque où ces demeures dominaient la ville. Dans leur splendeur, elles symbolisaient l'ambition, la créativité et la grandeur. Elles incarnaient, en quelque sorte, la promesse américaine, l'idée que chacun, quelles que soient ses origines, pouvait réussir et bâtir son propre empire. Ces demeures étaient la matérialisation d'un rêve qui finalement s'est effondré sous le poids des difficultés économiques et des nouvelles réalités sociales. Aujourd'hui, New York, tout en restant un centre de pouvoir, de richesse et de culture, est aussi une ville plus inclusive, avec une approche plus pragmatique et un moindre attachement à l'ostentation. La nostalgie de ces somptueuses demeures, de ce passé empreint de luxe et de glamour, est naturelle, mais il est également important de reconnaître que les villes doivent évoluer pour survivre. Le New York moderne, axé sur l'efficacité et la fonctionnalité, a ouvert la voie à de nouvelles formes de richesse, de créativité et de pouvoir, moins fondées sur le luxe et davantage tournées vers l'innovation et le progrès. Le contraste entre le vieux New York des demeures de maître et le nouveau New York des gratte-ciel, des immeubles multifonctionnels et des centres commerciaux reflète le même dilemme auquel toutes les grandes villes ont été confrontées à travers l'histoire. La lutte entre le passé et l'avenir, entre la nostalgie du passé et la nécessité d'embrasser l'avenir. Bien que les demeures de l'âge d'or aient été démolies pour laisser place à des bâtiments plus modernes et plus fonctionnels, leur influence sur la culture, la littérature et l'art demeure vivante.
Des auteurs comme F. Scott Fitzgerald, dans son œuvre Gatsby le Magnifique, ils ont su saisir l'esprit de cette époque, utilisant l'image des somptueuses demeures comme symbole de richesse, de décadence et du désespoir des personnages qui les habitent. Dans son roman, le manoir de Jay Gatsby n'est pas seulement un lieu physique, mais aussi le reflet des rêves brisés et des illusions d'un homme qui aspirait à un avenir qui ne se réaliserait jamais. Les demeures disparues constituent un thème récurrent au cinéma, à la télévision et dans l'art, où elles sont dépeintes comme des monuments à un âge d'or qui, malgré leur disparition, ne cessera jamais de nous fasciner. Cette fascination pour le perdu, pour ce qui fut jadis grandiose et n'est plus qu'un souvenir, est ce qui entretient la mémoire de ces demeures. En un sens, elles sont immortelles, non pas par leur structure physique, mais par l'empreinte qu'elles ont laissée sur l'histoire de la ville et dans le cœur de ceux qui les ont rêvées. En repensant à l'âge d'or américain et à la disparition des demeures de prestige, l'une des leçons les plus importantes à tirer est que le succès et la richesse ne sont pas éternels. Ces demeures, jadis symboles de pouvoir et de prestige, furent détruites pour la raison même de leur construction, la soif de pouvoir, l'ambition et le besoin d'afficher sa richesse. Or, l'histoire nous enseigne que ce qui est perçu comme impérissable, comme grandiose, peut s'effriter avec le temps. Nous pouvons également en tirer la leçon que la transformation est inévitable. New York, comme toutes les villes, doit évoluer pour rester à la pointe du progrès. Ce qui avait autrefois de la valeur, comme les demeures de prestige, peut être remplacé par quelque chose de nouveau et de différent, mais cela ne signifie pas que l'ancien était inutile ou gaspillé. La leçon à retenir est que la ville, et par extension toute société, doit trouver un équilibre entre ce qui est perdu et ce qui est gagné, et toujours être disposée à tirer des enseignements de son passé pour construire l'avenir. Aujourd'hui, en arpentant les rues de New York, il nous arrive de passer devant les vestiges d'anciennes demeures de l'âge d'or sans même nous en rendre compte. Pourtant, il est essentiel de se souvenir que ces maisons, bien que disparues, demeurent une composante essentielle de ce qu'est New York aujourd'hui. Elles nous ont légué une leçon toujours d'actualité. La grandeur d'une ville ne se mesure pas seulement à ses édifices, mais aussi à ses habitants, aux histoires qu'ils racontent et à la manière dont cette ville continue d'évoluer. Alors, si vous avez apprécié découvrir ces demeures disparues et leur influence sur l'histoire de New York, n'oubliez pas de vous abonner. En suivant notre chaîne, vous pourrez explorer davantage d'histoires sur le patrimoine, la culture et l'architecture de la ville, ainsi que sur les événements qui ont façonné son destin. Restez connectés pour ne manquer aucun épisode de notre prochain épisode qui vous dévoilera d'autres récits fascinants des villes qui ont bâti le monde moderne.